Dans le monde brutal des Vikings, un homme a réussi ce que personne d'autre n'a accompli. Egil Skallagrimson était capable de tuer 3 hommes en quelques secondes, puis de composer un poème qui ferait pleurer une salle entière. À 3 ans, il écrivait déjà de la poésie. À 7 ans, il commettait son premier meurtre. À 27 ans, il participait à l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire anglaise. Et quand son pire ennemi le condamna à mort, il sauva sa tête en créant un chef-d'œuvre littéraire en une seule nuit. Voici l'histoire vraie du plus grand poète guerrier de l'ère viking. En 910, sur la côte ouest de l'Islande, dans une région appelée Borgarfjord, un enfant naît qui va terroriser les rois et bouleverser les conventions. Son père, Skallagrim Gveldulfsson, surnommé Grim le Chauve, était un colon norvégien qui avait fui son pays après avoir massacré une cargaison entière de soldats du roi Harald Ier. Ce n'était pas un homme ordinaire. Les sagas racontent qu'il possédait une force surhumaine et qu'il entrait parfois dans des rages incontrôlables, surtout après la tombée de la nuit. La famille portait un héritage étrange. Leur ancêtre Kveldulf, le grand-père d'Egil, était connu pour ses transformations nocturnes. Les Vikings l'appelaient un métamorphe, quelqu'un dont la personnalité changeait radicalement avec le coucher du soleil. Ce trait se transmettait de génération en génération, mêlé au sang viking et à des origines samis plus mystérieuses. Le résultat était une lignée d'hommes extraordinairement forts, dangereusement imprévisibles et dotés d'une intelligence remarquable. Skallagrim s'était installé à Borg, près de l'endroit où le cercueil de son père avait miraculeusement échoué sur le rivage islandais. Il y établit sa ferme, sa forge, et devint le chef incontesté de la région. Sa femme Bera lui donna 2 fils. Le premier, Thorolf, était magnifique, charismatique, tout ce qu'un Viking pouvait espérer d'un héritier. Le second, Egil, était l'opposé total. Egil était laid, terriblement laid. Il avait hérité du physique massif de son père, avec une tête anormalement grande, un front proéminent et une calvitie précoce qui commença dès l'adolescence. Ses sourcils épais se levaient et s'abaissait de manière inquiétante, donnant à son visage des expressions presque monstrueuses. Mais derrière cette apparence repoussante se cachait un esprit d'une brillance exceptionnelle. À 3 ans, Egil composa son premier poème. Ce n'était pas une comptine enfantine, c'était une véritable composition skaldique, suivant les règles complexes de la poésie nordique avec ses allitérations sophistiquées et ses métaphores élaborées. L'événement se produisit lors d'une fête organisée par son grand-père maternel Ingvar. Skallagrim avait refusé d'emmener Egil, le jugeant trop jeune et trop difficile. Mais l'enfant, furieux d'être exclu, vola un cheval et galopa seul jusqu'à la ferme de son grand-père. Ingvar, amusé par l'audace du petit, le fit asseoir à côté de lui au banquet. La soirée se transforma en compétition poétique, comme c'était la coutume viking. Quand vint le tour d'Egil, il récita des vers qui laissèrent l'assemblée bouche bée. Il parlait de dragons et de trésors avec une maîtrise du langage qu'aucun adulte présent ne pouvait égaler. Puis il termina avec une déclaration provocante. Personne ne trouverait meilleur artisan de poèmes que lui, bien qu'il n'ait que 3 hivers. Ingvar lui offrit 3 coquillages et un œuf de canard en récompense. Egil, ravi, improvisa immédiatement un second poème sur ses cadeaux. Cette nuit-là marqua le début d'une double carrière qui définira toute sa vie, mais le génie poétique d'Egil s'accompagnait d'un tempérament explosif. À 7 ans, lors d'un jeu avec d'autres enfants, un garçon nommé Grim le maltraitait constamment. Egil supporta les brimades jusqu'au moment où quelque chose en lui bascula. Il saisit une hache et fendit le crâne de son tourmenteur. C'était son premier meurtre. Il n'exprima aucun remords. Les incidents violents se multiplièrent. Un soir d'hiver, Egil jouait au Knatleikr, un sport viking brutal qui ressemblait à un mélange de hockey et de combat rapproché. Son adversaire était Thord, son meilleur ami, mais aussi un garçon plus âgé et beaucoup plus fort. Thord dominait le jeu, humiliant Egil devant tous les spectateurs. Egil, enragé, quitta le terrain et se plaignit à son père Skallagrim, qui observait une partie séparée avec des adultes. Skallagrim, sans même regarder son fils, ramassa une balle et frappa Thord avec une violence qui tua le garçon sur le coup. Puis, dans une rage berserker inexplicable, il se tourna vers Egil. Ses yeux étaient vides, sa force décuplée. Il souleva son propre fils et le projeta au sol avec l'intention de le tuer. La nourrice d'Egil s'interposa et fut immédiatement massacrée par Skallagrim. Ce n'est qu'à ce moment que des hommes réussirent à maîtriser le père fou et à sauver Egil. Ce soir-là, au dîner, Egil entra dans la salle commune sans dire un mot. Il s'approcha du serviteur préféré de son père et le tua d'un coup de hache devant toute la maisonnée. C'était sa vengeance pour la mort de Thord et l'agression de son père.
Skallagrim, redevenu lui-même, ne dit rien. Egil non plus. Ils ne se parlèrent plus de tout l'hiver. Skallagrim comprit alors qu'il ne pouvait plus garder Egil en Islande. L'été suivant, quand son fils aîné Thorolf revint de Norvège, il autorisa Egil à l'accompagner. Le garçon avait 12 ans et avait déjà 2 meurtres à son actif. La Norvège des années 920 était un royaume en mutation. Le roi Harald Ier, surnommé Harfager ou Bella Chevelure, avait unifié le pays par la force, écrasant les anciens barons et s'appropriant leurs terres. Son fils préféré, Erik Haraldsson, venait d'être couronné co-régent. Erik portait déjà un surnom qui annonçait son caractère, Blodøx, la hache sanglante. Il l'avait gagné en massacrant plusieurs de ses propres frères pour éliminer toute compétition au trône. Thorolf et Egil arrivèrent à la cour d'Erik avec des cadeaux et des intentions pacifiques. Thorolf était ami avec le prince depuis des années. Il espérait restaurer la fortune familiale et peut-être obtenir des terres. Mais Egil, dès le premier jour, sentit l'hostilité dans l'air. La reine Gunnhild, l'épouse d'Erik, était une femme d'une beauté remarquable mais d'une cruauté légendaire. Les sagas la décrivent comme une sorcière accomplie, manipulatrice et vindicative. L'incident qui déclencha la vendetta se produisit lors d'un voyage dans le nord de la Norvège. Thorolf et Egil, fatigués de leur expédition, cherchèrent refuge dans une taverne tenue par Bard, un parent de la reine Gunnhild. Bard prétendit n'avoir rien à leur offrir, car il préparait un festin pour le roi et la reine. Egil insista, et finalement on leur servit à boire. Mais Egil devint rapidement bruyant, perturbant le banquet royal qui se tenait dans la salle principale. Gunnhild et Bard décidèrent de régler le problème de manière définitive. Ils versèrent du poison dans les coupes d'Egil et de ses compagnons. Mais Egil, qui connaissait les runes magiques, remarqua quelque chose d'étrange dans sa boisson. Selon la saga, il traça une rune en sang sur sa coupe qui explosa immédiatement sous l'effet du poison. Egil comprit instantanément. Il se leva pour partir, mais Bard lui bloqua le passage. Egil dégaina son couteau et planta la lame dans la gorge de Bard. La reine, furieuse, envoya ses 2 frères pour tuer Egil. Ils le poursuivirent jusqu'à une petite île où il s'était réfugié. Egil les attendait. Quand ils débarquèrent, il les attaqua avec une violence sauvage. Les 2 hommes moururent en quelques minutes. Egil vola leur bateau et s'échappa. Le roi Erik voulait sa tête. Des hommes furent envoyés pour le capturer, mais Egil trouva protection chez un puissant seigneur norvégien nommé Thorir. À Weregild, une compensation financière pour les meurtres fut négociée. Egil paya et fut légalement lavé de ses crimes. Mais Gunnhild ne pardonna jamais. Elle jura de le voir mourir de la manière la plus douloureuse possible. Thorolf et Egil décidèrent de quitter la Norvège. Ils prirent la mer et devinrent ce que les Vikings appellent des hommes libres, des mercenaires, des pillards, des aventuriers. Leur premier raid les mena en Courlande, sur les côtes de la Baltique. Ils attaquèrent des villages, brûlèrent des fermes, prirent du butin. Puis ils se dirigèrent vers le Danemark, où ils pillèrent la ville de Lund. Mais les raids vikings n'étaient pas sans danger. Lors d'une expédition en Suède, Egil et sa bande restèrent trop longtemps dans un village conquis. Les habitants s'enfuyaient généralement à la vue des dracars, mais cette fois, une force armée coupa leur retraite. Ils furent capturés et enfermés pour la nuit. Les villageois prévoyaient de les exécuter publiquement le lendemain matin pour donner un spectacle. C'était une erreur fatale. Pendant la nuit, Egil réussit à se libérer de ses liens. Il délivra ses compagnons, et ensemble, ils massacrèrent les gardes. Puis, pour humilier leurs ravisseurs, ils incendièrent une partie du village et s'échappèrent avec encore plus de richesse qu'avant. Cette capacité à transformer les situations désespérées en victoire devint la marque d'Egil. Il ne reculait jamais, ne se rendait jamais. Même face à des forces largement supérieures, il trouvait un moyen de survivre et de riposter. En 937, Thorolf et Egil arrivèrent en Angleterre. Le royaume était divisé, menacé par des invasions constantes. Le roi Æthelstan, petit-fils d'Alfred le Grand, faisait face à une coalition massive. Olaf Godfridsson, le roi viking de Dublin, s'était allié avec Constantin II d'Écosse et Owen de Strathclyde. Ensemble, ils rassemblèrent une armée gigantesque pour détruire le pouvoir anglais. Æthelstan avait désespérément besoin de guerriers expérimentés. Il engagea Thorolf et Egil comme mercenaires, leur promettant de l'or et des terres s'ils se battaient pour lui. Les 2 frères acceptèrent. Ils ne savaient pas qu'ils allaient participer à l'une des batailles les plus décisives de l'histoire britannique. L'emplacement exact de Brunanburh reste un mystère. Les historiens débattent encore aujourd'hui, proposant des sites dans le Yorkshire, le Lancashire ou même le Northumberland.
Mais ce qui est certain, c'est que cette bataille fut d'une brutalité extraordinaire. L'armée de la coalition comptait peut-être 20 000 hommes. Æthelstan en avait moins, mais ses troupes étaient mieux organisées et disciplinées. La bataille commença à l'aube et dura toute une journée. Les boucliers se brisaient, les haches fendaient les crânes, le sang transformait le champ en bourbier rouge. Égil combattait au premier rang. Son style de combat était terrifiant. Il maniait l'épée et la hache avec une vitesse inhumaine, frappant sans pause, sans pitié. Ses compagnons racontèrent plus tard qu'il l'avait vu tuer plus de 10 hommes en quelques minutes. Mais au milieu du chaos, un drame personnel se joua. Thorolf, le frère aîné magnifique et charismatique, tomba au combat. Une lance le transperça alors qu'il menait une charge contre la ligne écossaise. Égil vit son frère mourir. Quelque chose en lui se brisa puis se reforma en pure rage. Il se précipita vers l'endroit où Thorolf était tombé, massacrant tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Il récupéra le corps de son frère et continua à combattre, hurlant des vers de poésie mêlés à des insultes. Quand la bataille prit fin avec la victoire anglaise, Égil était couvert de sang de la tête aux pieds. La chronique anglo-saxonne décrit Brunanburh comme un carnage sans précédent. Des milliers de corps jonchaient le sol. Les corbeaux et les loups se régalèrent pendant des jours. Æthelstan se promessait. Il convoqua Égil et lui offrit 2 coffres remplis d'argent comme compensation pour la mort de Thorolf. C'était une fortune. Mais Égil voulait plus. Il voulait venger son frère correctement. Il épousa Asgerd, la veuve de Thorolf, pour maintenir l'alliance familiale et s'assurer que le nom de son frère ne serait pas oublié. Avec sa nouvelle richesse et son statut de héros de guerre, Égil retourna en Islande. Son père Skallagrim était mourant. Égil hérita de la ferme de Borg, des terres et du titre de chef de clan. Il eut des enfants avec Asgerd et sembla se ranger. Mais la tranquillité n'était pas dans sa nature. Des questions d'héritage concernant la famille d'Asgerd le forcèrent à retourner en Norvège. Son beau-père était mort, laissant des terres considérables. Égil pensait que sa femme avait droit à une partie de cet héritage. Mais quand il arriva en Norvège, il découvrit qu'Éric et Gunhild avaient déjà distribué ces terres à leurs propres alliés. Égil tenta d'abord la voie légale. Il porta l'affaire devant le Thing, l'assemblée juridique viking. Mais ses adversaires étaient protégés par la couronne. Le procès devint une farce. Égil comprit qu'il n'obtiendrait jamais justice par les moyens officiels. Il décida donc de prendre ce qui lui était dû par la force. Avec un petit groupe de guerriers, il attaqua la ferme de Bergonund, l'homme qui avait reçu les terres d'Asgerd. Bergonund était absent, mais Égil tua ses serviteurs et pilla la propriété. Puis il apprit que le fils d'Éric, le prince Rognvald, âgé de 10 ans, se trouvait dans une ferme royale à Harstad, non loin de là. Ce qui se passa ensuite choqua même les Vikings, pourtant habitués à la violence. Égil et ses hommes attaquèrent la ferme en pleine nuit. Ils massacrèrent tous les gardes. Puis Égil trouva Bergonund qui s'était finalement réfugié là et le tua. Mais il ne s'arrêta pas. Il entra dans la chambre où dormait le jeune prince Rognvald et lui trancha la gorge. Tuer un enfant, même le fils d'un ennemi, violait les codes d'honneur vikings. Mais Égil n'en avait rien à faire. Pour lui, c'était une vengeance juste. Éric avait causé la mort de son frère. Maintenant, Éric pleurerait son propre fils. Égil ne quitta pas la Norvège discrètement. Il dressa ce qu'on appelle un nidstang, un poteau de malédiction. Il fixa une tête de cheval au sommet d'un mât de bois, tourna le tout vers les terres d'Éric et grava des runes magiques dans le bois. Puis il récita une incantation puissante, appelant Odin, Frey et Njord à chasser Éric et Gunhild de Norvège, à les poursuivre jusqu'à ce qu'il n'ait plus de royaume ni de repos. Cette malédiction devint célèbre dans toute la Scandinavie. Et étrangement, elle sembla fonctionner. Moins d'1 an après la malédiction d'Égil, Éric fut chassé de Norvège par son propre frère Håkon. La guerre civile éclata, et Éric, malgré sa réputation de guerrier féroce, perdit bataille après bataille. Il fut contraint de fuir avec Gunhild et ce qui restait de ses partisans. Ils traversèrent la mer du Nord et arrivèrent en Angleterre, où Éric devint roi de Northumbrie, régnant depuis la ville de York. Égil, pendant ce temps, était retourné en Islande. Il pensait que la distance le protégerait de la vengeance d'Éric. Il avait tort. Plusieurs années passèrent. Égil vieillit, eut plus d'enfants, géra ses terres. Puis, vers 948, il décida de faire un voyage commercial en Angleterre. Il ne savait pas qu'Éric était désormais roi de cette région. Ou peut-être le savait-il et pensait-il pouvoir éviter la confrontation. Une tempête terrible frappa le navire d'Égil au large de la côte de Northumbrie. Le bateau se brisa sur les rochers près de l'embouchure du fleuve Humber. Égil et ses hommes réussirent à nager jusqu'au rivage, épuisés et trempés.
Quand ils se renseignèrent sur leur position, ils apprirent la nouvelle terrifiante. Ils se trouvaient en territoire ennemi, à quelques kilomètres seulement de York, la capitale d'Eric. Et Giles avait deux options. Il pouvait essayer de se cacher et d'échapper à la détection, ou il pouvait affronter directement son ennemi et tenter de négocier. Choisir de se cacher signifiait risquer d'être capturé comme un fugitif et exécuté sans honneur. Affronter Eric signifiait une mort quasi certaine, mais au moins avec dignité. Et Giles prit une décision surprenante. Il se rendit directement à York et demanda une audience avec le roi. Eric ne pouvait pas croire sa chance. L'homme qui avait tué son fils, qui avait massacré les parents de sa femme, qui l'avait maudit et forcé à l'exil, venait de se livrer volontairement. Gunnhild exigea une exécution immédiate et publique, la plus douloureuse possible. Mais Eric hésita. Quelque chose dans l'audace d'Egil l'intriguait. Il ordonna qu'Egil soit emprisonné pour la nuit. L'exécution aurait lieu à l'aube. Dans sa cellule, Egil savait qu'il allait mourir. Ses compagnons avaient réussi à faire passer un message à Arinbjorn, un noble norvégien qui était l'ami d'enfance d'Egil et qui servait maintenant Eric à York. Arinbjorn se précipita chez le roi et plaida pour la vie de son ami. Il rappela à Eric toutes les batailles qu'Egil avait gagnées, ses talents exceptionnels, l'honneur qu'il avait montré en se présentant ouvertement plutôt qu'en se cachant. Eric écouta, mais sa décision était prise. Egil mourrait au lever du soleil. Arinbjorn quitta le palais et se rendit à la prison. Il ne pouvait sauver son ami par la force, mais il avait une dernière idée. « Egil, dit-il à travers les barreaux, tu es le plus grand poète vivant. Si tu composes un drap pur, un poème de louange pour le roi Eric, un poème si magnifique qu'il ne pourra pas l'ignorer, il devra peut-être te laisser vivre. » Egil regarda son ami avec incrédulité. « Tu veux que je loue l'homme qui a détruit ma famille ? L'homme dont j'ai tué le fils. Je veux que tu vives, » répondit Arinbjorn. Egil resta silencieux pendant un long moment. Puis il se mit au travail. La légende raconte qu'une hirondelle entra dans sa cellule cette nuit-là et se mit à chanter sans arrêt, brisant sa concentration. Beaucoup pensèrent que c'était la reine Gunnhild, transformée par sorcellerie, venue le perturber pour qu'il échoue. Egil chassa l'oiseau et continua. Il composa un drap pur de 20 strophes, suivant le maître le plus complexe de la poésie skaldique. Chaque ligne devait respecter des règles strictes d'allitération, de structure syllabique et de métaphores élaborées, appelées kennings. Mais le plus difficile était le contenu. Egil devait louer sincèrement Eric, célébrer ses victoires, magnifier son honneur, tout en restant crédible. C'était comme forger une épée avec des mots, chaque syllabe affûtée à la perfection. Quand l'aube arriva, Egil fut traîné devant le roi. La cour était remplie de nobles, de guerriers et de citoyens venus assister à l'exécution du célèbre meurtrier. Gunnhild était assise à côté d'Eric, ses yeux brillants d'anticipation cruelle. Eric ordonna à Egil de parler. Egil se redressa malgré ses chaînes et commença à réciter. Le poème était un chef-d'œuvre absolu. Egil comparait Eric au dieu Odin, à un aigle de bataille, à un destructeur d'ennemis. Il décrivait ses exploits militaires avec des images puissantes et des métaphores brillantes. Chaque strophe était parfaite, chaque transition fluide, chaque kenning original et mémorable. La salle tomba dans un silence total. Même Gunnhild cessa de bouger. Eric se pencha en avant sur son trône captivé. Quand Egil termina la 20e strophe, personne ne parla pendant plusieurs secondes. Puis Eric se leva. Le poème était magnifiquement récité, dit-il lentement. Il regarda Egil avec une expression étrange, mélange de respect et d'agacement. « Tu m'as donné ce que peu d'hommes peuvent offrir. Tu m'as donné l'immortalité. Ce poème sera chanté pendant des siècles, et mon nom avec lui. » Il fit une pause, puis ajouta « Ta vie est épargnée, mais quitte mon royaume avant le coucher du soleil, et ne reviens jamais. » Gunnhild protesta violemment, mais Eric ne changea pas d'avis. Egil fut libéré. Arinbjorn lui donna un cheval et de l'argent. Egil quitta York en chevauchant rapidement, ne s'arrêtant pas avant d'avoir atteint un territoire sûr. Le poème devint connu sous le nom de Öfutlausen, le rachat de la tête. C'est l'un des plus beaux exemples de poésie skaldique jamais créée, et il sauva la vie de son auteur. Egil rentra en Islande un homme changé. L'expérience avec Eric lui avait appris quelque chose sur le pouvoir de la poésie. Elle n'était pas seulement un art ou un divertissement. Elle pouvait être une arme, un bouclier, une monnaie d'échange. Elle pouvait sauver des vies ou détruire des réputations. Il s'installa dans sa ferme de Borg et tenta de vivre en paix. Il eut plusieurs enfants avec Asgerd, 2 fils, Bodvar et Gunnar, et 2 filles, Torger et Thorhild. Il devint un chef de clan respecté, arbitrant les disputes, gérant les mariages et les héritages, participant aux assemblées juridiques. Mais la violence le suivait toujours.
Il fit un dernier voyage en Norvège pour collecter des impôts au nom du roi Håkon, qui était maintenant son allié. Ce voyage impliqua encore des procès, des duels et des confrontations. Egil gagna la plupart de ses combats, mais l'âge commençait à le ralentir. Il avait plus de 50 ans maintenant, un âge avancé pour un guerrier viking. Puis les tragédies frappèrent. Son fils Bodvar tomba malade et mourut. Peu après, Gunnar, son autre fils, se noya dans un accident de navigation. Egil fut anéanti. Il s'enferma dans sa chambre et refusa de manger ou de boire. Il voulait mourir, rejoindre ses fils dans l'au-delà. Sa fille Thorgerd vint le voir. Elle était aussi forte que lui, aussi têtue. « Père, dit-elle, si tu veux mourir, c'est ton choix. Mais avant, compose un poème pour tes fils. C'est leur seule chance d'être immortels. Ne les abandonne pas dans le silence. » Egil regarda sa fille et comprit qu'elle avait raison. Il sortit de son lit, prit ses outils d'écriture et créa ce qui est considéré comme son œuvre la plus puissante, Sonatorek, la perte irréparable des fils. Le poème est d'une beauté déchirante. Egil y exprime son chagrin, sa rage contre Odin qui lui a volé ses enfants, son désespoir devant la cruauté du destin. Mais il reconnaît aussi que le dieu lui a donné un don précieux en compensation, le pouvoir de la poésie. Il peut transformer la douleur en art, la mort en mémoire éternelle. Le poème est à la fois une complainte et une réconciliation, un cri de souffrance et un acte de création. Quand il termina, Egil émergea de sa chambre et reprit sa vie. Le poème l'avait sauvé du suicide, exactement comme Thorgerd l'avait prévu. Egil perdit aussi son meilleur ami Arinbjorn, tué lors d'une bataille en Norvège vers 970. Il composa un autre poème en son honneur, célébrant leur amitié de 50 ans et les aventures qu'ils avaient partagées. Sa femme Asgerd mourut peu après. Egil, désormais veuf et âgé, abandonna Borg et le titre de chef à son dernier fils survivant, Thorstein, qu'il n'avait jamais beaucoup aimé. Il s'installa chez sa nièce à Mosfell, une ferme plus petite où il pouvait vivre tranquillement. Mais la tranquillité n'était toujours pas pour lui. Il perdit progressivement la vue et l'ouïe. Son crâne, déjà anormalement épais, continuait à grossir. Les historiens modernes pensent qu'il souffrait de la maladie de Paget, une maladie osseuse rare qui provoque un épaississement excessif des os et peut causer des problèmes neurologiques. Devenu aveugle, sourd et presque impotent, Egil devint irritable et difficile. Il se disputait constamment avec le maître de Mosfell. Finalement, dans un accès de rage ou peut-être de lucidité finale, il ordonna à 2 serviteurs de le porter quelque part avec ses 2 coffres d'argent anglais, le trésor qu'il avait gagné à Brunanburh des décennies plus tôt. Les serviteurs partirent avec lui. Ils ne revinrent jamais avec les coffres. Plus tard, on retrouva Egil errant seul dans la campagne, aveugle et désorienté, sans son trésor ni ses guides. Il refusa de révéler où il avait caché l'argent ou ce qui était arrivé aux serviteurs. Egil mourut peu après dans son lit à Mosfell, vers 990. Il avait environ 80 ans, un âge extraordinaire pour un guerrier qui avait survécu à des dizaines de batailles, à des tempêtes, à des empoisonnements et à la vengeance de rois puissants. Des années après sa mort, l'Église décida de déplacer les corps du cimetière de Mosfell pour construire un nouveau bâtiment. Quand les ouvriers exhumèrent le squelette d'Egil, ils furent stupéfaits. Son crâne était énorme et incroyablement épais. Pour tester sa solidité, l'un d'eux le frappa avec une hache. Au lieu de se briser, le crâne devint simplement blanc à l'endroit de l'impact, prouvant son épaisseur exceptionnelle. Cette découverte confirma les descriptions physiques de la saga et suggéra qu'Egil souffrait effectivement d'une pathologie osseuse rare. Mais elle révéla aussi quelque chose de plus profond. Cet homme avait eu une constitution physique vraiment extraordinaire qui avait contribué à sa survie dans un monde brutal. Les descendants d'Egil se répandirent dans toute l'Islande. Ses filles se marièrent dans des familles puissantes et leurs enfants devinrent les héros d'autres sagas. Thorstein, son fils, adopta le christianisme et eut de nombreux enfants, légitimes et illégitimes, dont plusieurs apparaissent dans la littérature islandaise. Mais c'est l'œuvre poétique d'Egil qui assura sa véritable immortalité. Ses poèmes furent préservés et récités de génération en génération. Au XIIIe siècle, probablement par l'historien et poète Snorri Sturluson lui-même, un descendant d'Egil, la saga de sa vie fut mise par écrit. Elle devint l'une des plus grandes sagas familiales islandaises, admirée pour sa complexité psychologique, ses descriptions vivantes et son personnage principal fascinant. Egil Skallagrimson reste une énigme. Était-il un héros ou un monstre? Un génie ou un psychopathe? La réponse est probablement les deux. Il incarnait les contradictions extrêmes de la culture viking, brutale et sensible,
loyal et vengeur, capable de tuer un enfant et de pleurer ses propres fils avec une poésie sublime. Sa force physique était légendaire, probablement amplifiée par sa maladie osseuse qui lui donnait un crâne presque incassable et une masse corporelle imposante. Sa capacité à entrer dans des rages berserkers, héritées de ses ancêtres, faisait de lui un adversaire terrifiant au combat. Mais son véritable pouvoir résidait dans son esprit. Egil comprenait que dans le monde viking, la réputation était tout. Un homme sans poème pour chanter ses exploits était oublié après sa mort. La poésie skaldique était la mémoire collective de la culture nordique, le moyen par lequel les grands hommes devenaient immortels. En maîtrisant cet art à un niveau inégalé, Egil s'assurait que son nom vivrait éternellement. Il composa des dizaines de poèmes au cours de sa vie. Certains étaient des hymnes de bataille célébrant la gloire du combat et la joie du pillage. D'autres étaient des œuvres politiques, louant des rois et des nobles pour gagner des faveurs ou éviter la mort. Et quelques-uns, les plus précieux, étaient profondément personnels. Sonatorek pour ses fils, Arinbjarnarkvida pour son ami. Des vers sur la vieillesse et la perte. Ces poèmes révèlent un homme capable d'une profondeur émotionnelle surprenante. Derrière le guerrier impitoyable se cachait quelqu'un qui aimait intensément, qui souffrait terriblement, qui réfléchissait sur la nature de l'existence et la cruauté des dieux. Cette dualité fait d'Egil un personnage universel, dont les luttes résonnent même 1000 ans après sa mort. Compter exactement 50 batailles dans la vie d'Egil est difficile, car les sagas ne détaillent pas chaque escarmouche ou chaque duel. Mais si l'on additionne les raids vikings en Courlande et au Danemark, les combats en Norvège contre les hommes d'Éric, la bataille massive de Brunanburh, les duels judiciaires qu'il gagna tout au long de sa vie, les affrontements lors de ses voyages commerciaux, et les nombreuses attaques qu'il mena pour défendre son honneur ou régler des vendettas, le chiffre de 50 n'est pas exagéré. Chaque fois qu'Egil était confronté à la mort, il trouvait un moyen de s'en sortir. Emprisonné en Suède, il s'échappa et massacra ses ravisseurs. Poursuivi par les soldats d'Éric, il nagea vers une île et tua tous ceux qui tentèrent de le capturer. Condamné à mort par Éric lui-même, il composa un poème qui changea le cœur d'un roi. Même dans sa vieillesse, aveugle et fragile, il échappa à la mort en composant Sonatorek. Cette résilience extraordinaire définissait Egil. Il n'abandonnait jamais, ne se rendait jamais, ne faiblissait jamais. C'était en partie son caractère indomptable, en partie sa force physique exceptionnelle, en partie son intelligence rusée. Mais c'était surtout sa volonté absolue de survivre et de laisser sa marque sur le monde. Que peut-on apprendre de la vie d'Egil? D'abord, que le talent peut exister sous les formes les plus inattendues. Un enfant laid, violent et difficile devint le plus grand poète de son époque. Un meurtrier impitoyable créa des œuvres d'une beauté sublime. La contradiction n'était pas une faiblesse, mais une source de profondeur. Ensuite, que l'art peut être une arme aussi puissante que n'importe quelle épée. Ufuthlausen sauva la vie d'Egil quand aucune force militaire ne le pouvait. Sonatorek le sauva du suicide quand aucune consolation ordinaire ne fonctionnait. Les mots avaient un pouvoir réel, tangible, capable de changer les destines, afin que la survie exige plus que la force physique. Egil survécut parce qu'il était adaptable, intelligent, et qu'il comprenait quand utiliser la violence et quand utiliser la diplomatie ou l'art. Il savait quand se battre et quand composer un poème. Cette flexibilité mentale était son véritable avantage. Aujourd'hui, l'Islande considère encore Egil Skallagrimson comme un héros national. Des milliers d'Islandais descendent probablement de lui. Ses poèmes sont étudiés dans les universités du monde entier. Sa saga est traduite dans des dizaines de langues, et son nom évoque toujours l'image d'un homme qui refusait d'être brisé par le monde, qui transformait la douleur en beauté et qui vivait selon ses propres termes jusqu'à son dernier souffle. Egil ne fut pas un homme bon selon les standards modernes. Il tua des dizaines de personnes, dont au moins un enfant. Il était cruel, vengeur et souvent guidé par sa rage plutôt que par la raison. Mais il était aussi loyal envers ses amis, dévoué à sa famille et capable de créer de l'art qui touchait les âmes. Il était profondément humain dans ses contradictions. Dans le monde impitoyable de l'ère viking, où la mort violente était omniprésente et où seule la réputation survivait, Egil Skallagrimson fit plus que survivre. Il créa un héritage qui dure depuis plus d'un millénaire. Il prouva qu'un homme pouvait être à la fois guerrier et poète, brutal et sublime, mortel et immortel. C'est l'histoire vraie d'Egil Skallagrimson, le poète guerrier qui survécut à 50 batailles et dont les mots résonnent encore à travers les siècles.